future épouse a enlacé son ex et a dit qu'elle m'épousait pour mon argent, pas pour mon cœur. Alors, j'ai tout annulé. Et le chaos qui a suivi a détruit tout ce qu'elle avait construit. J'ai 34 ans et je dirige ma propre entreprise de menuiserie dans une ville rurale du Montana, le genre d'endroit où il y a probablement plus de vaches que d'habitants. Ce n'est rien de chic ou d'impressionnant, juste moi, 2 gars qui bossent avec moi, et mon cousin qui s'occupe des finances. J'ai commencé à aider mon père à réparer les granges quand j'avais 16 ans. Ensuite, j'ai été l'apprenti d'un vieux monsieur nommé Elliot, qui m'a tout appris sur la vraie menuiserie. Pas ces trucs préfabriqués, mais de l'artisanat authentique, avec du bois de qualité. Petit à petit, j'ai gagné des clients et bâti ma réputation, jusqu'à ce que, il y a environ 6 ans, j'ouvre ma propre entreprise. J'ai grandi ici et je ne suis jamais parti, à part une brève tentative à l'université communautaire jusqu'à ce que je réalise que j'étais bien plus heureux à travailler avec mes mains qu'à rester assis dans une salle de classe. Ma famille vit dans cette région depuis des générations, principalement des agriculteurs et des artisans. Des gens qui croient au travail honnête pour une rémunération équitable. On n'a jamais été riche, mais on n'a jamais manqué de rien, on vivait confortablement, avec parfois un petit luxe. J'ai rencontré ma fiancée dans le magasin de bricolage local, où elle travaillait dans la section design. Elle avait déménagé ici depuis Chicago environ 3 ans plus tôt, disant qu'elle voulait une vie plus calme après s'être brûlé les ailes en ville. Elle m'a aidé à choisir une finition sophistiquée pour un chalet de luxe que je rénovais et on a commencé à discuter. Pour être honnête, elle était complètement hors de ma ligue en termes d'apparence. Je ne sais toujours pas ce qu'elle a vu en moi au début. Peut-être le charme de sortir avec un vrai homme du Montana, qui sait. Dès le premier jour, elle m'a surpris par sa confiance naturelle. Elle semblait avoir toute sa vie planifiée, alors que moi j'essayais juste de me souvenir si j'avais bien nettoyé la sueur dans mes oreilles. Je n'ai jamais été raffiné et je n'ai jamais essayé de le prétendre. Mais elle ne m'a jamais fait sentir que je devais l'être. Elle ne se souciait pas que je travaille avec mes mains ou que m'habiller veuille juste dire porter autre chose qu'une chemise en flanelle. Elle voyait au-delà de ça, elle m'écoutait comme si ça comptait vraiment, et riait comme si elle le ressentait sincèrement. Être avec elle était simple. Authentique. Et pour quelqu'un comme moi, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve tous les jours. Les choses ont avancé naturellement. Je l'emmenais pêcher dans mes coins préférés. Elle détestait mettre l'appât sur l'hameçon, mais elle adorait pêcher. Elle m'entraînait dans les événements communautaires où je ne sais comment elle connaissait tout le monde, même en étant nouvelle en ville. Je l'aidais à installer des étagères dans son minuscule appartement. Et elle m'apportait du café sur les chantiers les matins froids. Des trucs normaux de couple. Elle était toujours en train de planifier quelque chose, sa carrière, des voyages à faire, le genre de maison qu'on devrait acheter. Moi, j'étais plutôt du genre on verra bien. Mais j'aimais qu'elle ait un cap. Je pensais que ça nous complétait bien. Après 2 ans, je lui ai demandé sa main pendant une randonnée. Rien d'exagéré, juste une bague en saphir et un genou tremblant. Elle a pleuré et dit oui avant même que je termine ma question. Nous avons fixé la date du mariage au 18 juin. Et soudain, je me suis retrouvé plongé dans les préparatifs, chose à laquelle je ne pensais jamais m'intéresser. Je veux dire, je construis des armoires et pose du parquet pour vivre. Je n'ai aucune idée des arrangements floraux ou de la différence entre ivoire et coquille de feu pour des nappes. Mais elle rayonnait chaque fois qu'elle parlait du mariage. Alors j'ai plongé tête la première. Si c'était important pour elle, c'était important pour moi. J'ai commencé à aller à toutes les réunions avec les prestataires. À poser les questions qu'elle oubliait. À vérifier les contrats. À transporter un petit carnet comme si j'étais un chef de projet de mariage. Je me suis même mis à la surprendre avec du café avant nos rendez-vous et à lui offrir des fleurs juste comme ça, juste parce que j'adorais voir son visage s'illuminer. Les tournesols étaient ses préférés. Nous avons réservé une auberge rustique au bord d'un lac, à environ 1 heure de la ville. Ce n'était pas un complexe 5 étoiles, mais l'endroit avait du charme, des poutres en bois apparentes, une véranda qui entourait toute la maison, et un ponton qui s'étendait sur le lac. C'est là que nous échangerions nos vœux au coucher du soleil. Elle l'a appelé le mariage de ses rêves. Et je l'ai cru. Cela allait coûter environ $20 000, ce qui me nouait déjà l'estomac. Mais elle disait toujours, on ne le fait qu'une fois dans la vie, et j'étais complètement d'accord. Je voulais qu'elle puisse regarder en arrière un jour et sentir qu'elle avait eu tout ce dont elle rêvait parce qu'elle le méritait. Nous avions convenu de partager les frais à parts égales, et ses parents couvraient une partie du traiteur. J'ai commencé à accepter des travaux supplémentaires dès que possible.
Les week-ends, les soirées, les petits boulots à droite à gauche. Ponçage de plancher, réparation de terrasse, création de meubles sur mesure. Certaines nuits, je rentrais chez moi complètement épuisé. Mais je lui demandais quand même comment s'était passée sa journée. Je lui faisais un massage du dos, ou j'apportais ses pâtisseries préférées quand elle était stressée. J'aimais la voir heureuse. Et si ça coûtait du sommeil et plus de cornes aux mains, c'était un bon prix à payer. Je m'occupais de toute la logistique, contrat avec le lieu, location de matériel, livraison de fournitures. J'ai même réservé un chalet dans les Tétons pour la lune de miel. Tout allait bien. Elle s'occupait des détails, les robes, les fleurs, les invitations, Pinterest. Il ne restait qu'une semaine, et tout était prêt. J'étais super fier. La vie était belle. Et j'étais prêt à tout lui donner. Tout allait bien, jusqu'à ce que tout s'effondre. 7 jours avant le mariage, j'étais au travail, en train de terminer une terrasse pour la sœur du maire. Il faisait une chaleur insupportable, mon t-shirt était déjà trempé de sueur, quand j'ai reçu un message d'ami et cette fille qui travaille dans le même magasin de bricolage que ma fiancée, mais dans un autre rayon. On se connaissait juste un peu. Elle m'avait déjà aidé à trouver des pièces rares quelquefois, mais rien de plus. Le message disait: Hey, je ne sais pas si je devrais t'envoyer ça, mais je pense que tu dois le voir. Et ensuite, une vidéo. Dans la vidéo, ma fiancée était dans la salle de repos du magasin avec un gars appelé Jack, qui travaille au service des entrepreneurs. Je le connais de vue, on s'est parlé quelques fois quand j'avais besoin de faire des commandes spéciales. Un mec séduisant, toujours bien habillé, même en travaillant dans un magasin de bricolage. Dans la vidéo, ils étaient en train de s'enlacer. Ce n'était pas une accolade amicale, rapide. C'était l'un de ces câlins serrés, corps contre corps, comme si même une feuille de papier n'aurait pas pu passer entre eux. Elle pleurait, le mascara coulant. Il lui tendait un petit paquet cadeau. On pouvait entendre ce qu'il disait. J'aurais aimé que les choses soient différentes. Elle a répondu quelque chose. Mais son visage était enfoui contre son torse, donc je n'ai pas compris. Mon estomac s'est retourné. J'ai dû m'asseoir là, sur la terrasse inachevée. Mes jambes sont devenues de la gelée. J'ai envoyé un message à Amy. C'était quand? Elle a répondu. Hier après-midi. Écoute, je veux pas créer de drame, mais, quelque chose cloche. Je lui ai demandé pourquoi elle m'envoyait ça. Elle a dit. Mélissa, ta fiancée m'a toujours traité froidement depuis que j'ai été promu au-dessus d'elle. Mais ce n'est pas pour ça que je te montre ça. L'ex de mon beau-frère a vécu la même chose. Elle avait une relation émotionnelle avec un collègue de travail pendant qu'elle préparait son mariage. Je veux juste pas voir un autre mec bien se faire avoir. J'ai essayé de rester calme. Je l'ai remercié pour sa franchise et dit que j'allais en parler avec ma fiancée. À l'intérieur, c'était la panique. À 7 jours de notre mariage. Et elle venait d'avoir une scène d'adieu larmoyante avec un collègue? Impossible de me concentrer le reste de la journée. J'ai failli me taper le pouce avec le marteau 2 fois. J'ai installé une section de rambarde complètement de travers, j'ai dû tout démonter. Le reste de la journée, j'ai tenté de me convaincre. Peut-être que ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. Peut-être qu'Amy veut juste se venger d'une vieille querelle au boulot. Mais c'était une vidéo. Et ça ne ressemblait en rien à quelque chose de normal. Rien du tout. Quand elle est rentrée à la maison ce soir-là, j'ai lâché un commentaire anodin. L'amie du magasin m'a envoyé un message aujourd'hui. Juste pour voir sa réaction. Et qu'est-ce qu'elle voulait, a-t-elle demandé immédiatement. Son ton s'est empoisonné d'un coup, comme si elle venait de mordre dans quelque chose de pourri. Oh, elle me demandait des infos sur des bois pour un projet de son copain. Mais tu ne t'entends pas avec elle. Elle est jalouse de tout le monde, a-t-elle répondu. Depuis qu'elle a été promue, elle se prend pour une experte. J'ai hoché la tête. J'ai attendu un instant. Puis j'ai demandé. Et ta journée au boulot? Quelque chose d'intéressant? Comme d'habitude. Assez ennuyeuse, dit-elle sans quitter des yeux son téléphone. Elle faisait défiler Instagram, ce regard vide de quelqu'un qui ne voit même pas ce qui le regarde. J'ai décidé d'insister un peu plus. T'avais pas dit que Jack allait être transféré ou un truc comme ça? Elle a figé juste une fraction de seconde. Un petit blocage dans le mouvement de son pouce. Mais je l'ai remarqué. Ah, oui, dit-elle.
Il va être muté dans le magasin de facturation. On lui a fait un petit pot de départ dans la salle de repos. Là, sympa, ai-je répondu. On était juste collègues, a-t-elle dit. Il m'aidait avec certains comptes d'entrepreneurs. Soudain, elle s'est levée du canapé où nous étions assis. Je vais prendre une douche avant le dîner. C'est là que j'ai su qu'il y avait un problème. Elle ne prenait jamais de douche avant le dîner ou toujours après. Parce qu'elle disait qu'elle se sentait sale après avoir cuisiné. Le lendemain matin, elle est partie plus tôt que d'habitude. Marmonnant un truc sur une réunion avancée. M'a embrassé sur la joue et s'est précipitée dehors. Avant même que je touche à la cafetière. Elle avait laissé son iPad en charge sur le bureau. On avait tous les deux les mots de passe de l'autre. Une transparence totale, qu'on disait. Du vent. J'ai décidé d'y jeter un œil. Appelez ça un instinct. J'ai découvert que le pas de secret allait dans un seul sens. Je n'ai rien trouvé dans ces messages avec Jack. Ils avaient dû être supprimés. Mais j'ai trouvé plusieurs échanges avec sa meilleure amie et c'est un homme, il s'appelle Tom et il parlait de lui. Mais tu vas faire quoi avec Jack, demandait Tom dans un des messages. Que veux-tu que je fasse? Il s'en va, et je me marie dans une semaine. Mais tu as dit que c'est lui qui te comprenait vraiment. Mélissa a répondu, c'est vrai. Mais il n'est pas fiable. Tu te souviens quand il a disparu un mois quand son ex est revenu? Rafa ne ferait jamais ça. Il est stable. Tom a répliqué, donc tu vas te marier avec le mec stable, au lieu de celui qui te fait vibrer. Mélissa a répondu qu'elle devait penser à l'avenir. Rafa est un mec bien. Il sera un super père, un bon soutien de famille. Mais tu l'aimes comme tu aimes Jack? Et Mélissa a dit, c'est un autre type d'amour. Plus pratique. Il y avait plus encore. Jack disait qu'il regrettait de ne pas s'être rendu compte de ce qu'il avait avant qu'il ne soit trop tard. Donc maintenant il te veut juste parce que tu n'es plus disponible. Classique. Je sais, répond Mélissa. Mais quand il me regarde, c'est comme s'il me voyait vraiment. Pas juste pour ce que je peux lui apporter ou comment je rentre dans ses plans. Tom a alors demandé. Et Rafa, il ne te voit pas de cette façon? Il aime l'idée de moi. La jolie fiancée qui va lui donner de beaux enfants et transformer sa maison en foyer. Je ne suis pas sûr qu'il connaisse la vraie moi. La vraie toi qui est encore amoureuse de Jack. Et puis est venu le message qui m'a retourné l'estomac. J'essaie de ne pas l'être. J'essaie vraiment. Mes mains tremblaient pendant que je lisais. Il y avait d'autres messages, datant de plusieurs mois. Apparemment, ils prenaient un café ensemble plusieurs fois par semaine. Aucune intimité dans les textes. Mais la trahison émotionnelle était aussi claire que le jour. J'étais l'option sûre. Le plan B. Le gars fiable qui ferait tout comme il faut. Pendant qu'elle soupirait pour un autre. Et juste quand je pensais que ça ne pouvait pas être pire, je suis tombé sur une conversation d'il y a quelques semaines. Tom, tu crois qu'il quittera un jour le Montana? Mélissa, je doute. Il pense que construire des terrasses suffit. Waouh, trop mignon. Et mignon ne paie pas une maison à la plage. Elle ne me voyait pas seulement comme le mec stable. Elle me voyait comme petit. Comme si j'étais un menuisier naïf, incapable de voir qu'on se servait de moi. Comme si la vie que j'avais construite de mes propres mains n'était qu'une étape par laquelle elle passait, en attendant quelque chose de mieux. À 5 jours du mariage. Tout était déjà payé. Mes parents étaient venus du Wyoming et logeaient chez moi. Sa famille à elle arrivait le lendemain. Qu'est-ce que j'étais censé faire, bon sang? J'ai essayé de me concentrer sur le travail toute la journée. Mais j'ai failli me couper le pouce avec la scie circulaire. Parce que mon esprit était ailleurs. Mon ami Phil l'a remarqué et m'a pris à part. Mec, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? T'es en vrac. J'ai fini par lui montrer les messages. Il a tout lu en silence. Le visage de plus en plus tendu à chaque ligne. Frérot, il a dit. Mais tu peux pas l'épouser. Mais tout est payé, ai-je répondu. Tout le monde arrive. Il reste 5 jours. Mieux vaut perdre des arts maintenant. Que la moitié de tout dans un divorce dans 5 ans. Quand elle te quittera pour Jack ou un autre. Et si je me fais des films? Et si c'était juste du stress pré-mariage? Phil m'a regardé comme si j'avais 2 têtes. Me relis ses messages.
Elle dit noir sur blanc qu'elle aime un autre mec plus que toi. C'est pas du stress. C'est elle qui se résigne à choisir l'option sécurisée. Je savais qu'il avait raison. Mais j'avais besoin de l'entendre de sa bouche. De lui laisser une chance de s'expliquer. Peut-être qu'il y avait un contexte que je n'avais pas compris. 4 jours avant le mariage, je lui ai demandé de me retrouver à notre endroit. Un ponton sur le lac où on pêchait quand on a commencé à sortir ensemble. Je me suis dit qu'un lieu public aiderait à garder les choses calmes. Éviter qu'elle fasse une scène. Elle avait l'air confuse par l'invitation, mais a accepté de me retrouver après le travail. Je suis arrivé en avance. Je me suis assis au bout du ponton, regardant les poissons sauter. Essayant d'organiser mes pensées. Elle est arrivée 15 minutes en retard, visiblement irritée. Mais qu'est-ce qui est si important que ça pouvait pas attendre après le boulot? Elle s'énervait, ses talons frappant le bois du quai comme des coups de feu. Elle s'est assise à côté de moi avec un soupir, laissant un espace entre nous de la taille d'un terrain de foot. J'ai 1 million de choses à gérer avant samedi. Je ne me suis même pas tourné vers elle. J'ai vu la vidéo. Toi et Jack, dans la salle de repos. Elle a figé une seconde juste assez. Quelle vidéo? J'ai pris mon téléphone et j'ai lancé la lecture. L'étreinte longue et gênante, le cadeau, le mascara coulant. Son visage calculait déjà à quelle vitesse elle pouvait tordre les faits. Mais au lieu d'admettre quoi que ce soit, elle m'a finalement regardé. « C'est Amy qui t'a envoyé ça, hein? Mon Dieu, cette fille est obsédée par moi. Elle est juste jalouse parce que j'ai eu le poste de design qu'elle voulait. Je suis pas là pour parler de ta querelle avec Amy, ai-je répondu. Je veux que tu m'expliques ce que tu faisais dans cette vidéo. À quelques jours de notre putain de mariage. C'était son dernier jour, a-t-elle répliqué. Jack et moi avons bossé ensemble pendant des années. C'était émotionnel. Il m'a offert un cadeau d'adieu. J'étais ému. C'est littéralement tout. Et j'aurais aimé que les choses soient différentes. C'était livré avec le paquet cadeau, ai-je demandé. Elle est restée silencieuse un instant. Tu exagères. J'ai lu tes messages avec Tom, ai-je dit. Ça l'a touché en plein cœur. Son visage s'est durci un instant. Tu as fouillé dans mes affaires? Tu as laissé l'iPad allumé, ai-je répondu. Le même iPad que t'as utilisé pour dire que je suis l'option sur le fournisseur? Le gars que tu vas épouser parce qu'il est stable. Elle fixait l'eau. Comme si elle était prête à plonger dans le lac et nager jusqu'à disparaître. Ce n'est pas ce que tu crois. Sérieux? Parce qu'on dirait que tu vas m'épouser. Alors que ton cœur tourne encore autour d'un autre. Je tiens à toi, dit-elle. Tu es gentil, fiable. Le genre d'homme que toute femme voudrait épouser. Mais toi, t'es pas Jack. Elle soupira. Jack, c'est le chaos. Toi, tu es la stabilité. Tu es le genre d'homme qui est toujours là. Lui, il saurait même pas comment construire une vie. Toi, tu sais. Écoute, ai-je dit. Je ne vais pas construire une vie avec quelqu'un qui passe son temps à regarder en arrière. Son ton changea, devenant plus aigu. Tu vas vraiment faire ça à quelques jours du mariage? Tout est payé. Les invités arrivent déjà. Ma robe est chez la couturière, le traiteur, le lieu, la musique. Tout est prêt. Tu peux pas juste abandonner. Je me suis tourné vers elle. Et si, je peux. Quand la femme que je vais épouser me voit comme. Le plan B avec une boîte à outils et point. Elle ricana avec mépris. Tu crois que les mariages tiennent avec des papillons dans le ventre? Non. Ils tiennent avec du travail d'équipe. De l'engagement. Et une personne qui ne disparaît pas. Au premier obstacle. C'est ce que j'avais choisi. C'est ce que tu étais. J'ai secoué la tête. Toi, t'as choisi une solution de secours. Quelqu'un qui te confronte pas. T'as pensé que j'allais juste sourire, dire oui à tout et payer les factures. Pendant que tu soupirais en secret pour un autre. C'est pas juste, a-t-elle lancé. Je suis stressé. C'est une grosse décision, ok? Mais je t'ai choisi, toi. J'ai dit oui. Mais tu as dit oui à la sécurité, pas à l'amour. Oh, pour l'amour de Dieu, Jack. Tu deviens impossible là. Silence total. Elle ne s'en rendit pas compte immédiatement.
Mais moi, si. La dernière chose qu'on s'attend à entendre de sa fiancée, c'est qu'elle vous appelle par le nom d'un autre homme. À quelques jours du mariage. Ma mâchoire s'est crispée. Comment tu viens de m'appeler? Elle pâlit, la bouche entr'ouverte. Attends, non, je voulais pas. Oh que si, tu voulais, ai-je dit en me levant, ferme. Mais tu viens de dire exactement ce que tu ne voulais pas dire. Mais s'il te plaît, supplia-t-elle. On peut arranger ça. J'ai fait une erreur. J'étais paniqué. Mais on peut toujours continuer et gérer ça après. Je n'épouserai pas quelqu'un qui me traite comme une police d'assurance. Le mariage est annulé. Mais tu peux pas juste dire ça comme si c'était rien, cria-t-elle en se levant aussi. Les gens arrivent. Ta famille est là. Qu'est-ce que je vais dire à tout le monde? Dis la vérité, ai-je répondu, avec la voix la plus calme du monde. Mais tu as appelé ton fiancé Jake à quelques jours du mariage. Si ça n'explique pas tout, je ne sais pas ce qui le fera. Je me suis levé et je suis parti. Elle continuait à parler, à essayer d'argumenter. Ne sois pas ridicule. Tout est payé. Tes parents sont déjà là. On peut surmonter ça. J'ai continué à marcher. Elle m'appelait, mais je ne me suis pas retourné. Sur le chemin, je me suis assis quelques minutes pour essayer de digérer tout ça. Puis je suis allé directement chez Phil. Parce que je ne me faisais pas confiance pour rester seul cette nuit-là. Les 3 jours suivants ont été un chaos total. D'abord, j'ai dû annoncer à mes parents que le mariage était annulé. Ils étaient dans la chambre d'amis. Ils avaient fait près de 800 km pour venir. Ils étaient ravis à l'idée du mariage. Leur dire, c'était comme confesser un crime. Papa, maman, il n'y aura pas de mariage. Ils m'ont regardé, confus, pendant que j'expliquais ce que j'avais découvert. Ma mère a pleuré. Pas pour le mariage manqué. Mais pour la douleur qu'elle voyait en moi. Mon père, un homme de peu de mots, a simplement hoché la tête. Mieux vaut le découvrir maintenant que plus tard. Ils étaient désorientés, mais ils m'ont soutenu quand je leur ai tout raconté. Mon père m'a dit qu'il ne m'avait jamais vu aussi sûr de quelque chose. Ma mère m'a pris dans ses bras longtemps. Puis elle est passée en mode pratique, appelant les membres de la famille déjà en route pour leur annoncer le changement. J'ai ensuite appelé l'auberge pour leur expliquer la situation. Le gérant a été compréhensif. Mais a dit qu'il ne pouvait pas rembourser la compte à si peu de jours de l'événement. C'est normal. J'avais déjà accepté que cet argent était perdu. J'ai aussi annulé le chalet pour la lune de miel encore une fois, sans remboursement. Un autre morceau de mes économies envolées. Mais toujours moins cher qu'un divorce. En traitant la paperasse de l'annulation de la lune de miel. J'ai découvert qu'elle avait ouvert une carte de crédit conjointe à nos 2 noms, sans me le dire. Elle avait déjà accumulé près de 8 000 $ de dépenses. Principalement pour des choses du mariage. Mais aussi pour un ordinateur portable coûteux. Et un forfait de voyage pour l'hiver suivant. Un voyage dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai appelé immédiatement l'organisme de crédit. J'ai expliqué que je n'avais jamais autorisé ça. Et j'ai entamé une procédure pour fraude. Dieu merci, on n'était pas encore mariés. Ça a rendu les choses beaucoup plus simples légalement. L'agent m'a prévenu que mon score de crédit pourrait être temporairement affecté pendant l'enquête. Mais c'était mieux que d'être coincé avec des milliers de dettes qui n'étaient pas les miennes. La partie la plus difficile a été d'appeler ses parents. Je les ai toujours appréciés. Son père m'avait appris à pêcher pendant un week-end. Sa mère me renvoyait toujours avec des tupperwares remplis et m'appelait mon chéri d'un ton qui me faisait me sentir membre de la famille. Je leur devais la vérité. C'est son père qui a décroché. Et que se passe-t-il, fiston? Tu as l'air secoué. Je lui ai expliqué ce que j'avais découvert. Et ma décision. Un long silence s'est installé. Juste le bruit de sa respiration de l'autre côté du fil. Je suis désolé, fiston, a-t-il dit. Mais elle a toujours été calculatrice, comme sa mère. Il a soupiré. On va lui parler. Merci d'avoir eu la décence de nous prévenir. J'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Au moins, ses parents comprenaient, même s'ils étaient déçus. Pendant ce temps, mon téléphone ne cessait de vibrer avec ces messages. Tu fais une énorme erreur. On peut arranger ça. Et s'il te plaît, dis à personne ce que tu as vu.
Laisse-moi t'expliquer. Jake ne signifie rien. C'est toi que je choisis. Réponds au téléphone. On doit parler. Tu jettes tout pour un malentendu. Mes parents sont furieux contre moi. C'est ça que tu voulais. Je n'ai répondu à aucun. À la place, j'ai préparé un sac à dos, chargé mon vieux van aménagé. Et dit à mes parents que j'avais besoin de temps seul. Mon père m'a donné un peu d'argent. Et m'a dit d'aller chercher de la clarté dans les montagnes. Ma mère a préparé assez de sandwichs pour nourrir une armée. Ils ont compris. Dieu les bénisse. La veille de ce qui aurait dû être notre mariage. J'installais le camp quelque part dans le parc de Yellowstone. Quand mon téléphone a vibré à un message de Phil, depuis la ville. Mec, tu vas pas y croire. Elle dit à tout le monde que tu as eu une urgence familiale. Et que le mariage est reporté, pas annulé. Ses parents sont dévastés mais font semblant d'y croire. C'est trop bizarre, mec. J'ai répondu. Si elle veut se ridiculiser, qu'elle le fasse. Ce soir-là, mes potes m'ont envoyé des vidéos d'une fête improvisée de survie, en mon honneur. Une bande de fous en train de brûler un gâteau de mariage en carton dans le jardin de Phil. Comme si c'était le 4 juillet. Ils portaient des toasts débiles. Là celui qui a esquivé la balle. Là celui qui a vu le drapeau rouge avant de signer quoi que ce soit. L'un d'eux a crié. C'est un retournement de match dans le dernier quart-temps, bébé. Il perdait de 20 points, plus de temps mort. Et il sort MVP du terrain. Je n'avais pas ri depuis des jours. Mais là, quelque chose en moi s'est débloqué. C'était bon de se sentir comme le gars qui n'a pas trébuché sur la ligne d'arrivée. Pendant ce temps, ces messages continuaient. J'ai parlé à tes parents. Ils pensent que tu réagis trop vite. Le lieu du mariage a appelé. Ils ont besoin du nombre final demain. Tout le monde demande où tu es. C'est humiliant. Je crois pas que tu me fasses ça. Tu as annulé la lune de miel? Elle était moitié à moi. Je serai à l'auberge demain. S'il te plaît, viens. Il est encore temps de réparer les choses. J'ai éteint le téléphone. Et j'ai profité du moment. Le jour qui aurait dû être notre mariage était surréaliste. J'ai gardé le téléphone éteint presque tout le temps. Marchant sur des sentiers reculés sans aucun signal. Au moment du coucher du soleil là où on aurait échangé nos vœux. Je suis arrivé à un belvédère surplombant une vallée. Je me suis assis et j'ai regardé les ombres s'allonger. J'ai ressenti une étrange paix. Plus tard, quand j'ai rallumé mon téléphone au camp. Il a explosé de notifications, messages, appels manqués, audio. J'ai ignoré la plupart. Mais j'ai écouté un message de Phil. Mec, t'as raté un spectacle. Elle est venue à l'auberge. Toute seule. En robe de mariée. Elle a dit aux quelques invités présents que t'avais eu une urgence familiale. Et que le mariage serait reprogrammé bientôt. Ses parents avaient l'air d'être à un enterrement, pas à un mariage. Son père a dû couvrir tous les frais du lieu. Et s'excuser auprès des invités présents. Elle a continué comme ça toute la journée. Faisant des photos au bord du lac, souriant faussement pendant les conversations. Jake, évidemment, n'est jamais venu. Je suis resté juste assez longtemps pour confirmer que c'était aussi gênant que je l'imaginais. Et je suis reparti. Rappelle-moi quand tu peux, m'a écrit Phil. Je n'ai appelé personne ce soir-là. Je suis juste resté assis près du feu, à digérer tout ça. Les jours suivants, d'autres détails ont émergé. Selon Phil, qui tenait l'info de sa copine, qui travaille avec la cousine de mon ex-ville petite oblige. Jake avait accepté sa mutation à Billings une semaine avant, juste pour éviter tout le chaos. Sage décision de sa part. Environ 2 semaines plus tard, la demoiselle d'honneur Sophie, que j'ai toujours bien aimée, m'a contacté. Elle avait enfin appris toute la vérité grâce à Tom. Et elle était écœurée. Je ne savais rien de tout ça, m'a-t-elle dit. Elle a fait croire que tu avais juste eu peur. Mais Tom m'a montré les messages. Je n'arrive pas à croire qu'elle manipulait vous deux de cette façon. Sophie a fini par tout raconter à leur cercle d'amis. Une à une, les gens ont commencé à s'éloigner de mon ex. Pas seulement à cause de Jake. Mais à cause de la manière dont elle avait tout géré. Mensonges, manipulation, refus d'affronter la réalité. Pendant ce temps, apparemment,
elle a fait une crise au travail. Elle a pété un plomb, hurlé sur Ami devant des clients, l'accusant d'avoir détruit sa vie. Elle a été suspendue pendant une semaine. À son retour, elle a découvert que Jake avait officiellement demandé qu'elle ne puisse plus le contacter dans son nouveau magasin. Cela a provoqué une autre scène, qui a finalement abouti à son licenciement. Ses messages sont devenus hostiles. Tu as ruiné ma vie. Tu aurais pu aller jusqu'au bout du mariage et on aurait réglé ça après. Je vais m'assurer que tout le monde sache quel connard tu es. Tout ça pour un câlin stupide. T'es pathétique. T'avais pas le droit d'en parler à mes parents. C'était privé. Je garde la bague de fiançailles. Considère-la comme un paiement pour m'avoir humilié. Je n'ai répondu à aucun. J'ai simplement transféré ce contenant des menaces à un ami avocat, qui a immédiatement envoyé une lettre de mise en demeure. Et cela a mis fin à l'histoire. L'histoire de la bague m'a vexé. Elle n'était pas chère, mais elle appartenait à ma grand-mère. J'avais juste changé la pierre. Finalement, j'ai décidé que ça ne valait pas la peine de me battre. Je l'ai laissé garder ce souvenir matériel de ce qu'elle avait gâché. Pendant un temps, j'ai roulé de camping en camping, vivant au jour le jour. J'ai pris quelques missions en freelance via une application. Aider à poser des terrasses, des clôtures, monter des meubles. J'ai découvert qu'on pouvait bien gagner sa vie en étant le gars qui se pointe et répare les choses. Pour des touristes riches dans des résidences secondaires qu'ils fréquentent à peine. J'ai fini par revendre la réservation du chalet de lune de miel à un couple de l'Utah qui avait désespérément besoin d'une escapade de dernière minute. J'ai utilisé l'argent pour m'acheter un nouvel ensemble d'outils sans fil haut de gamme. Et une nouvelle galerie de toit pour mon van. Je me suis dit, si je vais bosser sur la route, autant le faire avec style. C'était presque poétique, honnêtement. Elle avait choisi ce chalet pour célébrer la vie que j'étais censé construire pour nous deux. Et je l'ai utilisé pour commencer à en construire une juste pour moi. Un soir, environ 3 semaines plus tard, j'étais garé à un belvédère quand un garde forestier s'est approché. Je pensais qu'il allait me demander de partir. Mais il voulait juste savoir si tout allait bien. J'ai vu ton van plusieurs fois par ici, m'a-t-il dit. Je voulais juste savoir si tout était ok. On a commencé à discuter. Et j'ai fini par lui raconter toute l'histoire. Il a hoché la tête et dit qu'il avait vécu quelque chose de similaire à 20 ans. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée, a-t-il dit. Ça m'a obligé à découvrir qui j'étais. Sans essayer d'être ce que quelqu'un attendait de moi. C'est là que j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais vraiment. Pas ce que je pensais devoir vouloir. Mon entreprise à la maison était stable. Grâce à mon associé qui continuait à m'envoyer des mises à jour. Mon prêt immobilier était modeste. Et j'avais des compétences que n'importe quelle région paierait bien. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me suis senti totalement libre. Et la carte de crédit commune? Finalement, tout s'est bien terminé. Comme j'ai signalé la fraude immédiatement et que j'avais des preuves. Je n'ai pas été tenu responsable des dépenses. C'est elle qui a hérité de la dette, ce qui m'a paru une forme de justice cosmique. Mon ami avocat m'a dit que techniquement, elle avait commis une fraude. Mais qu'intenter un procès serait plus de stress que ça ne vaut la peine. Je voulais juste tourner la page. Je n'ai eu qu'une seule autre interaction avec elle. Environ un mois après le non-mariage. Elle est apparue sur un camping où j'étais. J'ai découvert qu'elle avait traqué mes achats par carte pour savoir où je me trouvais. Bien flippant. J'étais en train de préparer un repas qui ne venait pas d'une boîte. Quand elle s'est pointée. Elle avait l'air épuisée et visage creusé, cernes profondes. Comme si la vie avait enfin cessé de lui sourire. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé, sans me lever. « Je voulais te voir. T'expliquer. » Elle s'est assise de l'autre côté du feu, sans y être invitée. J'ai fait une erreur. Une grosse erreur. Tu me manques. Laquelle, ai-je demandé. La trahison émotionnelle avec Jake, mentir à ce sujet. Ouvrir une carte de crédit à mon nom sans permission. Ou apparaître sur le lieu de notre mariage en robe blanche. En faisant comme si tout allait bien. Elle frissonna. Tout, dit-elle. J'étais perdu, effrayé par l'engagement. Mais te perdre m'a fait réaliser ce qui compte vraiment. Laisse-moi deviner, dis-je. Jake ne te voulait plus, au final.
Son silence fut une réponse suffisante. Tu devrais partir, ai-je dit, revenant à ma poêle. Il n'y a plus rien à dire. On a été ensemble 3 ans, dit-elle. Ça ne signifie rien pour toi. Ça signifiait tout, répondis-je, sans la regarder. Et c'est justement pour ça que ça fait si mal. De savoir que j'étais juste ton plan B. Elle s'effondra là, pleurant assez fort pour que ses sanglots résonnent dans les arbres. Et puis, au milieu des larmes, elle lança son dernier coup. Tu vas le regretter, sanglota-t-elle. J'ai haussé les épaules. Je caserai ça entre faire une lessive et m'en soucier. Et oui, ça fait environ 6 semaines que ce jour aurait dû être celui de mon mariage. Je suis encore dans ma phase de découverte de soi. À camper dans les parcs nationaux. À faire quelques petits boulots de menuiserie quand j'ai besoin de cash. J'ai trouvé une paix inattendue dans la simplicité de la vie sur la route. Je me réveille avec le lever du soleil. Je marche jusqu'à l'épuisement. Et je m'endors sous un ciel rempli de plus d'étoiles que vous ne pouvez imaginer. Et je peux dire honnêtement que je ne regrette pas du tout d'avoir annulé ce mariage. Il y a des prix qui valent la peine. Quand ce qu'on gagne, c'est sa propre dignité. Pour l'instant, j'attends juste de voir si mon ex met en œuvre la fameuse vengeance qu'elle a évoquée en pleurant. On verra ce qu'elle peut faire. Je vous tiens au courant. Mise à jour. Après 3 mois à vivre dans mon van. Je suis revenu en ville en m'attendant à un peu de drame. À la place, j'ai eu droit à un accueil de héros. Des mamies me tapaient dans le dos au supermarché. En disant que j'avais fait le bon choix. Étrange, mais réconfortant. L'entreprise est en plein boom. Plus 70% de croissance par rapport à l'an dernier. Un de ces tech bros a même tenu à embaucher le menuisier qui a annulé son propre mariage pour son projet sur mesure. Mon cousin n'arrête pas de dire qu'on devrait transformer mon presque mariage en stratégie marketing. Et mon ex? Elle a été virée du magasin de bricolage après son effondrement public. Maintenant, elle est devenue influenceuse en herbe sur Instagram. Avec le compte Montana Glam. Juste des photos avec des bottes de randonnée et des pots de thé naturels en pleine forêt. Elle a déménagé à Billings, là où Jake travaille. Elle s'est pointée à son magasin. Et la sécurité a dû la raccompagner dehors. Désormais, elle sort avec un type plus âgé. Qui conduit une BMW avec plaque personnalisée. Balle esquivée. Et la vengeance qu'elle avait promise? Elle l'a tentée. 2 semaines après mon retour en ville. Mon plus gros client m'a appelé en disant que quelqu'un avait envoyé des preuves. Comme quoi j'utilisais du matériau bas de gamme. Et que je surfacturais. Les preuves? Des photos trafiquées de projets qui n'étaient même pas les miens. Elle avait aussi posté de fausses évaluations. Disant que je draguais les femmes des clients. Et que j'abandonnais les chantiers à moitié. Pour couronner le tout. Elle a tenté de convaincre mon propriétaire. Que je gérais une plantation illégale dans mon atelier. Mais elle s'est plantée. Elle a été filmée par les caméras de surveillance. En train de déposer des sacs, remplis d'origan. Un vrai génie du crime, non? Et maintenant, ce que personne n'attendait. Je sors avec Sophie. Oui, l'ex-demoiselle d'honneur de mon ex. Après avoir appris la vérité. Elle m'a envoyé un message pour s'excuser. D'avoir cru au mensonge de son ami. On a pris un café. Qui est devenu un dîner. Qui est devenu une session où je lui ai appris à pêcher. Et voilà, aujourd'hui. Nous sommes ensemble depuis 4 mois. Elle m'a dit qu'elle avait toujours pensé que j'étais trop bien pour son ami. Mais qu'elle n'avait jamais osé le dire. Quand mon ex l'a appris. Elle a pété un câble. Elle s'est pointée au boulot de Sophie. En hurlant des trucs sur le code des filles. Drôle, venant de quelqu'un qui a trahi émotionnellement pendant tout le temps. Le père de mon ex m'a rendu la bague de ma grand-mère. Il a dit qu'il l'avait trouvée dans le tiroir de sa fille. On a bu une bière ensemble ensuite. Il y a des gens qui ne changent pas, a-t-il dit. Ils apprennent juste à mieux cacher qui ils sont vraiment. Conclusion. J'ai appris que, parfois, la vie qu'on croit vouloir n'est pas celle qui va vraiment nous rendre heureux. Mon affaire prospère. Je construis des meubles pour moi-même. Et je me lève chaque jour reconnaissant de ne pas avoir accepté d'être le plan B de qui que ce soit. Faites confiance à votre instinct.
Et si quelqu'un vous voit comme la solution de secours? Assurez-vous qu'il ne fasse même plus partie du jeu. Commentaire de Madame Reddit. Parfois, la meilleure décision qu'on puisse prendre, c'est de partir avant de dire oui. Il n'a pas perdu un mariage, il s'est sauvé lui-même d'une vie auprès de quelqu'un qui ne l'avait jamais vraiment choisi. Que cela serve de leçon, la dignité ne se marchande pas. Et si quelqu'un vous voit comme un plan B, c'est qu'il n'a jamais mérité de faire partie de votre avenir. Quelle histoire bouleversante!